Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Mme Brigitte Dubé. Bonjour. Je vous demande d'être indulgent. C'est la première fois que je fais ça comme ça en public. Mais bon, je vais me débrouiller, mais un petit peu d'indulgence. On m'a présenté tout à l'heure. Je vais juste spécifier que je suis maman de 2 enfants de 7 et 9 ans qui présentent tous les deux des défis dans la vie et dans le parcours scolaire. Mon plus jeune est actuellement en processus de diagnostic pour un TDAH. Il a déjà un diagnostic de douance, de troubles anxieux, de traits d'opposition, et mon plus vieux est autiste de type Asperger. Je suis membre du conseil d'administration de la Fondation de l'école de mon quartier, puis je siège aussi depuis l'automne 2015 au conseil d'établissement de l'école que fréquente mon garçon autiste, qui n'est pas l'école de quartier dans ce cas-ci. Je suis ici, évidemment, pour parler de mon expérience, pas seulement qu'à titre de maman, mais vraiment à titre de porte-parole de la coalition. Je spécifie qu'on existe donc depuis 2015, comme M. Robert l'indiquait, et on regroupe actuellement près de 1600 membres de partout au Québec. On travaille sur la question scolaire et on est inclusif, comme il le mentionnait, de toutes les conditions. Je vais parler de ce qui se passe sur le terrain pour nous comme parents. Je n'ai pas de chiffres et de statistiques là, à offrir officiellement comme ça. C'est vraiment sur ce qu'on vit dans la réalité, nous, de parents d'enfants à besoins particuliers. Les bons, les moins bons coups, mais surtout les pistes de solutions qu'on peut offrir, nous, à travers ce qu'on vit avec nos enfants, puis ce qu'on voit qui fonctionne avec eux et ce qui ne fonctionne pas. D'entrée de jeu, pour nous, c'est clair que les 2 sujets qui sont proposés ce matin, c'est-à-dire comment lutter contre le décrochage scolaire et quels sont les moyens à prendre pour la réussite des élèves HDAA, bien, les 2 sont interreliés. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Il y avait des pistes de solutions, il y avait 3 pistes de solutions qui avaient été évoquées préalablement pour la préparation, dont l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. En tant que tel, pour nous, on peut voir que ça peut être une unité intéressante pour des jeunes qui ont besoin de plus de temps, en effet, pour faire leur parcours scolaire, ce qui est le cas souvent des élèves HDAA. Nous, la question n'est pas là, notre questionnement, c'est vraiment sur l'application de cette loi-là. Parce qu'actuellement, un adolescent de 14 ans n'a même pas besoin de la signature du consentement de ses parents pour prendre des décisions, ne serait-ce qu'au niveau médical, par exemple, ce qui est un problème, entre autres, au niveau de la santé mentale. Donc, ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est vraiment au niveau de l'application de la loi qu'on se pose la question, comment on pourrait vraiment mettre ça en place. Mais je ne suis pas juriste, fait que je vais pas aller plus loin de ce côté-là. On parlait de la possibilité d'augmenter le nombre de jours de classe. C'est sûr que du point de vue de la réalité des élèves HDAA, il y a 2 profils. Il y a le profil de ceux qui, et c'est la grande majorité, évidemment, passer au travers d'une seule journée scolaire, c'est extrêmement épuisant, plus que pour la majorité des élèves, ne serait-ce que pour toutes les différentes stratégies d'apprentissage qu'ils doivent aller chercher par eux-mêmes pour être capables de faire leurs apprentissages dans une journée. C'est sûr qu'au bout de ça, ils ont vraiment besoin de plus de repos pour récupérer puis pour être disponibles aux apprentissages. Alors, dans ce sens-là, d'augmenter le nombre de jours, bien, c'est peut-être pas l'idéal dans leur cas. D'un autre côté, il y a aussi le profil de ceux qui peuvent bénéficier d'avoir une routine vraiment hyper stricte et importante, puis une continuité dans le temps, que ça va vraiment les aider au niveau des apprentissages. Dans ce cas-là, c'est sûr que d'avoir des arrêts plus fréquents, mais plus courts, ça pourrait peut-être les aider. Fait qu'on se retrouve devant 2 portraits quand même différents à ce niveau-là. Mais à la base, c'est sûr que de toute façon, la problématique actuelle, c'est l'accès aux services. Fait qu'on a beau augmenter le nombre de jours, si on n'augmente pas la possibilité d'accès aux services, de toute façon, ça ne donne rien. Est-ce qu'on doit valoriser davantage l'éducation? Ça, c'est clair que oui, même 3 fois oui, là. Et la grande partie du problème se joue là. Je crois que les chiffres qui ont été présentés là, en début le prouvaient. On a juste à penser aux compressions budgétaires là, depuis 2010 particulièrement qui font vraiment beaucoup de mal au niveau du système. La suppression des directions régionales au niveau du ministère de l'Éducation. C'était vraiment des antennes qui permettaient d'aller chercher ce qui se passait sur le terrain et pouvoir appliquer des solutions à partir de ça. Là, on n'a plus rien pour aller chercher le pouls de ce qui se passe sur le terrain vu leur suppression. Je ne peux pas nommer le fait que le poste du ministre de l'Éducation, ça ressemble plus à un siège éjectable depuis quelques années. Fait que c'est très dur d'aller dans la continuité des actions aussi.
Remarquez que c'est peut-être mieux là, dans certains cas, là, mais c'est ça. Donc, c'est difficile donc de pouvoir agir de façon vraiment consciente. Là, et, bon. Il y a aussi, comme le nommait M. Royer, et ça, on est très d'accord avec lui, le fait que il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur des impressions ou des modes du moment, plutôt que sur vraiment des pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc, on est vraiment, vraiment dans l'idée de M. Royer à ce niveau-là sur la création d'un Institut national en éducation pour avoir vraiment un programme qui va être basé sur des pratiques qui ont fait leurs preuves. Et ce qui est d'autant plus profitable pour les élèves HDAA, parce qu'on ne peut vraiment pas improviser avec eux autres, c'est vraiment les premiers qui sont les plus sensibles à l'utilisation de bonnes pratiques pédagogiques au niveau de la clientèle scolaire. Et pour nous aussi, valoriser davantage l'éducation, ça veut dire pas juste penser à l'élève comme un contenant qu'on va remplir, mais vraiment comme une personne à développer dans tout son ensemble. À ce niveau-là, ça veut dire que pour nous, le diplôme qu'il va obtenir, c'est pas ça qui fait pour nous la mesure de son succès, c'est vraiment le développement de la personne en tant que telle comme un futur citoyen capable de réflexion, finalement. Et ça, pour ça, mais c'est qu'il faudrait peut-être commencer à penser à permettre à l'élève de faire un parcours selon ses réels intérêts personnels. Parce que ce qui peut le plus aider à la réussite, c'est la motivation. Puis quoi de mieux pour être motivé que de faire quelque chose qui nous intéresse. Donc ça, c'est notre vision au niveau de comment valoriser l'éducation. Les autres pistes de solutions, le dépistage précoce, comme le mentionnait M. Royer, c'est vraiment une mesure hyper importante. Ça se joue beaucoup entre la maternelle et la 3e année du primaire, les études l'ont démontré. Au-delà de ça, un enfant qui va encore démontrer des difficultés, on a beau y offrir les services, il est encore à risque de devenir un futur décrocheur. Il faut arrêter de jouer, dans le fond, à la politique du pansement. Actuellement, un élève, pour avoir de l'aide, trop souvent, il va falloir qu'il accumule plus que 2 ans de retard académique. On est déjà un problème, là, si c'est ça notre vision des choses. On ne peut pas continuer comme ça. Puis c'est sûr que oui, au niveau économique, ça va coûter beaucoup moins cher de prévenir que de guérir une fois que les problèmes sont vraiment, vraiment creusés, profonds là, au niveau de l'élève. Mettre en place des mesures de soutien efficaces, le mot est important là, pour les élèves à risque ou HDAA. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de prévention sans parler des moyens par la suite. Là, c'est la suite logique des choses. Actuellement, une partie du problème, c'est que les décisions, on a des gens sur le terrain qui sont pleins de bonne volonté, mais il y a une grosse partie des décisions qui vont être prises au-dessus d'eux. On ne se base pas sur ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu déconnecté actuellement. Là. Les mesures qui sont mises en place, ça ne répond pas aux besoins sur le terrain. Fait que déjà, à la base, ben, ça part mal là, pour lutter contre le décrochage si tu ne regardes même pas c'est quoi les besoins à la base. Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment penser augmenter le taux de diplomation si on ne part pas déjà là, de la bonne façon pour être capable d'offrir les bons services pour pouvoir amener vers la diplomation. Pour conclure sur la question de la lutte au décrochage scolaire, je vais vraiment citer 4 cas vécus vraiment actuels. Ça, c'est une personne qui m'a transmis là, ces 4 cas-là, d'élèves du secondaire. Puis pourquoi du secondaire plus que du primaire que je voulais nommer? Parce que c'est vraiment les jeunes c'est ceux qui vont ou ne pas avoir leur diplôme, là, vraiment. Donc, le premier cas, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle est actuellement en stage de travail avec un programme école. C'est très difficile au niveau du secondaire, elle est stigmatisée par les autres élèves, donc problème d'intimidation. Évidemment, on peut penser qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt pour l'école dans ces conditions-là. Beaucoup de difficultés au niveau académique. Qu'est-ce qui pourrait être les solutions possibles pour un cas comme ça? Un meilleur soutien au niveau psychologique, peut-être aussi une aide plus supportante au niveau du personnel de soutien de l'école. Deuxième cas, Toby, 19 ans, qui a plusieurs diagnostics de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, là, tout ça. Il vit beaucoup de problèmes d'intimidation secondaire. De son côté, lui, il participe à un groupe de stage en milieu de travail. Même chose, complètement désintéressé de l'école, parce que pour lui, il met vraiment beaucoup d'efforts, mais pour trop peu de résultats en bout de ligne. Alors, il ne voit plus l'intérêt, finalement, de tout ça. Et il a beaucoup, beaucoup de difficultés à se faire une place dans son groupe aussi. Clovis, 16 ans, qui est Asperger et diagnostic de douance aussi. Il est en parcours régulier à l'école, mais il s'ennuie. Il a vraiment l'impression de perdre son temps.
De son côté, un des gros problèmes, c'est qu'il ne comprend pas les règles établies de faire les devoirs puis les travaux. Donc, il est constamment en retenue à cause de ça. Puis il faut comprendre aussi la structure TSA là, pour comprendre que ce n'est pas un manque de volonté de l'élève là, dans ce cas-ci. Là, donc, c'est ça. Fait que, évidemment, il ne veut plus aller à ses cours, il commence à se laisser aller. Puis pourtant, c'est un jeune homme qui a vraiment beaucoup de potentiel, il est super brillant, mais l'école, elle ne répond pas à ses besoins. Fait qu'on va se retrouver encore avec un jeune qui parle actuellement de décrocher, même si on sait qu'il pourrait, il a décroché. On me fait signe qu'il a déjà décroché. Alors qu'il aurait pu apporter énormément à la société dans le futur, malheureusement. Et je l'espère pour lui, qui va pouvoir le faire tout de même, là. Dans un cas comme ça, qu'est-ce que pourraient être les solutions? Est-ce qu'on pourrait être plus flexible par rapport à la manière de rendre le travail, les fameux travaux scolaires, ou d'évaluer l'élève? La fameuse cote universelle du ministère là, au niveau des examens de fin d'études. Est-ce qu'on pourrait avoir un soutien plus adapté aussi au niveau de ses besoins au quotidien? Dernier cas, Gabriel, 14 ans, Asperger lui aussi, extrêmement lunatique. Un autre qui met beaucoup, beaucoup d'efforts, qui pense que ça va être correct, mais c'est jamais correct. Donc, c'est très difficile pour lui aussi au niveau du parcours régulier parce que ça demande beaucoup d'autonomie, ce qui est plus difficile pour lui, puis il n'y a pas de place à la flexibilité. Donc, on se retrouve encore devant un élève qui est probablement devant un cul-de-sac. Ce qui, pour nous fait dire qu'au niveau du secondaire, pour les élèves HDAA, on l'a vu là, tout à l'heure, les chiffres de diplomation sont très, très faibles. Mais c'est sûr, parce qu'ils doivent déjà composer, il y a des difficultés académiques, des difficultés de relations avec les autres élèves. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas des jeunes qui ont nécessairement envie que leur diagnostic soit connu de tout le monde. Peut-être l'idée là, de vouloir rentrer dans le moule à travers ça. Fait que c'est sûr que dans tout ça, on peut comprendre que l'environnement du secondaire tel qu'il est actuellement, mais ils n'ont peut-être pas envie de rester là longtemps. On peut peut-être les comprendre. Ce qu'on viserait pour nous à ce niveau-là, donc, ça serait vraiment une bien meilleure connaissance des problématiques, des conditions qui peuvent mener vers le HDAA, mais à titre, pas nécessairement juste global, à titre individuel aussi, là, parce qu'on parle d'individus et non pas de groupes là, ici. Une meilleure flexibilité de la part des titulaires des directions d'établissement. On peut se baser là, sur les exemples que je donnais là, pour avoir une idée plus concrète du type de flexibilité qui pourrait être souhaitable. Au niveau du suivi, à un moment donné, il faudrait peut-être penser aussi faire un suivi, oui, mais peut-être de façon un peu plus discrète pour pas que l'élève se sente à part, mais qu'en même temps, il y ait le soutien dont il a besoin. S'assurer d'avoir des moyens de les retenir, pas juste par l'académique. Quand je parlais du développement global de la personne, les fameuses activités parascolaires, s'il y en a qui vont rejoindre leurs intérêts là-dedans, c'est sûr que ça va les permettre de les raccrocher à l'école. Intimidation, tolérance zéro, il faut vraiment, vraiment développer ça. Là. C'est dans le discours, mais dans la pratique sur le terrain, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe. Et surtout, puis je vais conclure avec ça pour ce point-là, développer des programmes qui vont mettre en lumière les forces de ces individus-là, plutôt que de toujours leur remettre sous le nez les lacunes. Voilà, merci.